Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Échiquier International en direct de Al24 News. Après près de 9 heures de négociations à Jeddah, l'Ukraine vient d'accepter la proposition de Washington pour un cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie. Un point à mettre au profit de la Russie qui sort après 3 ans de guerre en Ukraine en position de force, une position que Moscou compte bien utiliser en tous les cas. De quelle manière et quelles seront les prochaines étapes d'une telle décision, mais surtout, il s'agira de voir ce soir avec vous que contient cet accord. Le débat est lancé. Pour en parler ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir nos deux invités. Emmanuel Pouchelet, expert en géopolitique, qui est avec nous en direct de Paris. Monsieur Emmanuel Pouchelet, bonsoir. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Dimitri de Koshko, journaliste français, est également avec nous en direct de Paris. Monsieur de Koshko, bonsoir et surtout bon retour parmi nous. Bonsoir, merci de votre invitation. Alors, pour commencer, Kiev a accepté la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours. Washington annonce également le retour immédiat de la suspension de son aide militaire à l'Ukraine. Une sorte d'échange de bons procédés, il faut le dire, Dimitri de Koshko. Je dirais plus que ça. Ce n'est pas avec la Russie qu'a été conclu l'accord. Cette formule d'un cessez-le-feu d'un mois, c'est pas du tout, mais pas du tout ce que demande la Russie, ni ce que veut la Russie. La Russie, elle veut un arrangement général, un accord de sécurité, pas un cessez-le-feu d'un mois qui permettrait à l'armée otano-kievienne de se refaire, de fournir tout le matériel qui n'aurait pas pu être fourni à cause des coûts que pouvait porter la Russie sur les endroits de déchargement ou de fabrication ou autre de matériel. Si vous voulez, cette proposition d'un mois de cessez-le-feu avec, à la limite, une perspective du côté américain d'arrangement à la coréenne, c'est-à-dire qu'on gèle tout le conflit en prévision du conflit à reprendre plus tard dans de meilleures conditions, et du côté otano-kievien, sans doute inspiré pas mal par des Britanniques et évidemment les plus extrémistes des Kieviens, de simplement se refaire avant de pouvoir continuer de continuer à attaquer les Ukrainiens qui ne veulent pas. N'oubliez pas que la guerre a commencé en 2014 et a commencé contre des Ukrainiens par une partie, par ceux qui avaient fait le coup d'État de Maïdan. Oui. Donc c'est de ça qu'il s'agit de parler. C'est du problème de fond. Aujourd'hui, cette proposition de cessez-le-feu d'un mois ressemble fort à quelque chose qui n'a pas vraiment été négocié, qui ressemble à un piège, parce que là, du coup, au point de vue médiatique, on va pouvoir dire que les Russes sont méchants, ils n'acceptent pas un mois de cessez-le-feu, alors que nous leur proposons et que nous sommes arrivés à convaincre les Ukrainiens. Oui. Les Ukrainiens, de toute façon, ils n'ont pas grand-chose à dire dans l'histoire. Le plus important là-dedans, c'est les États-Unis et la Russie. Très bien. C'est une explication qui, quand même, ou des éclaircissements qui méritent d'être faits, justement. Manuel Pouchelet, c'est vrai que depuis le départ, l'accord a été conclu entre Washington et Kiev et que Moscou était absent donc de ces négociations. La proposition attend d'être soumise à Moscou et Zelensky insiste beaucoup sur le fait qu'il faut absolument faire ou entreprendre des sanctions si Moscou n'accepte pas. C'est une phrase qui est revenue souvent dans la bouche de Zelensky. Est-ce que
le fait de ne pas que Moscou n'était pas présente d'abord d'une part, cela peut jouer d'une manière ou d'une autre sur cette acceptation, et surtout le fait d'insister sur le fait que il faut que Moscou accepte cette proposition. Est-ce que cela veut dire il pourrait y avoir des risques que Moscou n'accepte pas justement cette proposition de Washington? Non, je pense qu'il faut d'abord, dans un premier temps, réécouter les propos de M. Poutine qui a besoin de garanties. Et si vous voulez, la Russie, Oui. au niveau de l'intelligence de la situation, ne glisse pas comme ce que fait M. Zelensky, c'est-à-dire confond vitesse et précipitation. Il ne faut pas croire que c'est un accord qui sera favorable en faveur des partis en présence. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est l'effort diplomatique conjoint de Londres et de Paris pour que M. Zelensky puisse enfin renouer avec les États-Unis. Parce que je vous rappelle qu'il est parti avec perte et fracas de la Maison-Blanche, avec un entretien qui s'est avéré houleux avec le vice-président américain et M. Donald Trump. Donc, si vous voulez, M. Zelensky n'était plus en mesure de parler. Aujourd'hui, les choses ont évolué de manière positive. Je pense que Kiev va devoir plutôt écouter et peut-être se démettre par rapport à ces négociations qui sont en cours. Et en tous les cas, ce qui est rassurant, c'est qu'il fait quand même partie de la table des négociations. Maintenant, M. Poutine a demandé des garanties. J'espère que tant les Américains vont les respecter, mais aussi, je vous ferai remarquer qu'il y a eu dans votre édition précédente du journal télévisé les déclarations de l'Union européenne où finalement elle est balayée d'un coup parce que l'Union européenne veut, comme d'habitude, s'inviter dans l'équation. Ce qui risquerait de desservir l'Ukraine où notamment M. Lavrov a évoqué l'envoi de troupes ONU, mais il a bien précisé de troupes de pays qui ne sont pas membres de l'OTAN. Donc déjà, cela limite fortement les capacités de négociation. Ensuite, en 30 jours, il est très difficile de remonter une opération future ou même d'alimenter une armée qui est en déroute. Il faut être honnête. Je connais très bien la logistique militaire, autant vous dire que c'est impossible. Donc aujourd'hui, on a une Ukraine qui est obligée de négocier et qui accepte ces négociations puisque M. Trump a quand même donné des éléments de langage à M. Rubio dans la mesure où, si vous voulez, ces négociations s'imposent à M. Zelensky, et je pense notamment avec l'accord sur les ressources naturelles, parce que bien sûr, les Américains, je vais reprendre une expression de Mme Thatcher, ils veulent leur retour sur investissement. Je vais reprendre les propos, oui. I want my money back, et ça c'est très important. Donc quelque part, M. Zelensky, il sait que c'est la fin, et peut-être on évoque aussi dans certaines chancelleries, de manière, j'ose pas dire confidentielle, mais je pense que l'urgence aussi, c'est qu'on trouve un successeur à M. Zelensky qui, je vous le rappelle, n'est plus en fait officiellement au pouvoir aussi depuis mai de l'an dernier. Mais en même temps, je pense que si l'Ukraine arrive à désigner un nouveau président qui fera ses accords de paix, je pense que Moscou sera beaucoup plus compréhensible et admettra cet accord de paix. Mais en même temps, il ne faut pas non plus que dans cette équation longue que l'on souhaite tous en Europe, que les Européens s'immiscent un peu trop dans cette affaire où on sait qu'il y a toujours ce fameux projet que l'Ukraine adhère à l'Union européenne. Pour l'instant, il y a beaucoup trop de blocages. 30 jours est une étape, on va dire, dans les futures négociations de paix. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que la diplomatie, c'est toujours le temps long. Et je pense que l'erreur est de penser au temps court. Ben justement, en parlant de ça, Manuel Pouchelet, le conseiller américain à la sécurité, Mike Waltz, je le cite, a dit que la question était désormais de savoir comment et non si la guerre en Ukraine doit finir. Donc, Dimitri de Koshko, la guerre d'une manière ou d'une autre doit finir. Maintenant, il faut mettre un petit peu ou expliquer quels sont les moyens qui vont être mis en disposition des uns et des autres pour que cette guerre puisse être une paix durable. Dimitri, est-ce que vous en pensez? D'abord, je pense qu'il faut actuellement ne pas confondre deux notions. C'est un, le cessez-le-feu, et deux, les accords de paix. On a un peu tendance dans les commentaires à confondre les deux. Si on parle d'un cessez-le-feu, ce n'est qu'un cessez-le-feu. Encore une fois, ça peut au mieux déboucher sur une situation à la coréenne ou à la chypriote. Et d'ailleurs, ça ne règle aucun problème, mais on gèle la situation jusqu'à ce que soit on arrive enfin à négocier après des dizaines d'années, soit l'un des camps devient nettement plus fort et peut se permettre de régler la question comme ça, par un rapport de force.
Donc, à mon avis, il ne faut vraiment pas confondre. Alors, si on veut parler de paix, et les Russes, visiblement, veulent parler de paix, Oui. parce qu'eux aussi, évidemment, voudraient bien arrêter cette guerre, mais eux aussi ont besoin de véritables garanties. Alors, pour la condition de paix, et ça, je pense que ça peut servir de canevas ou de référence, c'est les propositions qu'ont faites les Russes en novembre-décembre 2021, c'est-à-dire juste avant le début de l'opération militaire spéciale, de négociation des nouvelles garanties de sécurité au niveau mondial. C'est-à-dire, à la limite, on a parlé d'une manière un peu caricaturale d'un nouveau Yalta, en quelque sorte. C'est ça qui peut servir effectivement de canevas d'une négociation de sécurité réciproque de l'Europe, de la Russie, et donc, parmi elles, notamment de l'Ukraine. Mais l'Ukraine a quelques points spécifiques, effectivement, c'est-à-dire la guerre civile qui a eu lieu en Ukraine et qui a débouché sur cette guerre. Car n'oublions pas que l'opération militaire spéciale qui a été décidée par les Russes l'a été juste pour empêcher un nettoyage ethnique qui avait commencé dès le 13 février, et les observateurs de l'OSCE qui étaient sur place en ont témoigné. Le 13 février et le 17 février, les barrages d'artillerie commençaient avant l'offensive des otano-kieviens pour faire un nettoyage ethnique, si vous voulez, faire un Gaza dans le Donbass. Oui. Et c'est contre ça que sont intervenus les Russes. Donc, à cessez-le-feu aujourd'hui, alors que effectivement l'armée otano-kievienne n'est pas dans une excellente position, bien qu'elle ait beaucoup de matériel, elle a encore du matériel humain, même si effectivement ça pêche de ce côté-là. Et puis les soi-disant suspensions de sanctions américaines, d'aide américaine, ce n'est que là aussi des paroles verbales, parce que en réalité, Starlink, ça continue à les guider. La preuve, les attaques de drones qui ont eu lieu contre Moscou et contre la Russie ont été guidées par Starlink. Les renseignements sont toujours fournis par les satellites américains, et puis les matériels sont toujours fournis. Et ce qui était déjà fourni, qui était déjà arrivé en Pologne à la fin de Biden, décidé par Biden, a été fourni selon les témoignages des Polonais. Très bien. Voilà. Monsieur Dimitri de Kochko, dans ces cas-là, si je comprends bien ce que vous dites, est-ce qu'il y a des risques, justement, que Moscou, finalement, refuse cette proposition américaine de cesser le feu, puisqu'il dit que Moscou attend d'examiner le contenu de cette proposition? Y a-t-il ce risque? Et si c'était le cas, qu'est-ce qu'il en découlerait? Ça dépend pour qui vous parlez de risque. Je parle de... oui. Si la Russie refuse ou accepte ce cessez-le-feu, qui est une proposition, encore une fois, un peu une proposition piège de la part des États-Unis et de l'Ukraine contre la Russie. Le risque, c'est pour la Russie. C'est pas un risque d'arrêter le cessez-le-feu, mais c'est ce qui va être présenté comme ça dans les médias occidentaux, effectivement. Mais la Russie, elle a besoin de garanties. Je vous dis encore une fois, elle ne veut pas se permettre de faire simplement un cessez-le-feu. Pour elle, objectivement, la sécurité pour la Russie, ça serait de revenir aux négociations qui avaient été proposées, donc comme je l'avais dit en novembre et en novembre-décembre 2021, qui ont été refusées avec mépris par les États-Unis et par l'OTAN, dans la mesure où ils étaient en train de préparer leur opération de nettoyage ethnique. Et donc, ils étaient persuadés que ça allait bien tourner. Et ça a moins bien tourné que ce qu'ils pensaient. Voilà. Donc, ça serait la paix. Le cessez-le-feu, effectivement, il faut voir sur quelle ligne et quelles sont les conditions d'application éventuelle et de délai de ce cessez-le-feu. Et ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Oui. Mais on peut, si vous voulez, le risque, il est au moins aussi grand du point de vue russe de l'accepter que de ne pas l'accepter. Mais c'est vrai que les médias occidentaux de grand chemin vont proposer et vont présenter les choses en disant « ces méchants Russes refusent le cessez-le-feu ».
C'est pour ça que Zelensky insistait beaucoup sur le mot de sanction si la Russie n'acceptait pas cette proposition, avec peut-être une certitude masquée qu'il y a des risques que Moscou ne l'accepte pas. Manuel Pouchelet. Excusez-moi, mais Moscou ne peut pas discuter avec Zelensky, puisque Zelensky ne représente plus rien. C'est ce que disait Manuel Pouchelet, oui. Très bien. Mais oui, il a raison. Monsieur Manuel Pouchelet, justement, que faut-il attendre de cette proposition vis-à-vis plutôt du côté russe? Et bien sûr, Dimitri parlait de pièges. Finalement, cette proposition de cessez-le-feu qui a été conclue entre Washington et l'Ukraine, Moscou n'y a pas été associé. La proposition va être soumise à la table des Russes pour qu'ils puissent examiner les contenus. Est-ce que finalement Moscou est en mauvaise posture, c'est-à-dire accepter quelque chose qu'elle n'a pas accepté par le passé, et si elle refuse, elle serait, si vous voulez, un petit peu le trouble fait de ce qu'on appellerait des prémices de paix? Non, Moscou n'est pas en mauvaise posture puisqu'elle a la puissance militaire et elle a déjà écrasé l'armée ukrainienne. Moi, je pense que le cessez-le-feu est nécessaire, mais ça risquerait de faire un cessez-le-feu comme vous avez eu à Gaza avec Israël et le Hamas. Et je vais être très clair, l'armée ukrainienne ne va pas pouvoir se réarticuler. Moi, je profiterai de la période du cessez-le-feu pour dégager du territoire russe autour de Koursk qui a été conquis et qui est en train de se faire encercler. Donc finalement, on sait que la victoire militaire, elle est pour les Russes, qu'on soit bien d'accord, même si ça dérange certains médias mainstream, il faut être honnête. Maintenant, la Russie a toujours été droit dans ses bottes, elle a toujours été concrète sur ses avancées et sur ce miroir aux alouettes que veut bien lui faire croire l'OTAN ou même l'Union européenne et les Américains. Maintenant, je pense que M. Lavrov avait fait une déclaration il y a maintenant 15 jours en étant très clair dans ses propos de diplomate. On ne peut pas faire la paix avec des gens qui veulent nous menacer, nous faire la guerre et même nous sanctionner. Donc, si vous voulez, la Russie, elle est conforme à ses propositions. Nous ne pourrons proposer des solutions de paix, j'ose pas dire un armistice, parce que c'est le terme qu'on utilise, si vous voulez, en géopolitique, et puis même pour conclure les conflits, avec une Ukraine qui est hésitante, qui est aussi très corrompue, et que je suis un petit peu surpris de voir que Washington, finalement, dit tout et son contraire, ce qui est un trouble. Aussi en termes de négociation, si je reprends un petit peu la phrase de Truman, au moment de la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez négocier, semez le doute chez votre adversaire. Ce qui est en train de se passer, c'est ce que font les Américains de manière maladroite, mais je vous ferai remarquer que vous avez quand même en backstage du côté américain une équipe qui est solide en termes de négociation, puisque l'équipe qui négocie pour l'Ukraine et surtout avec la Russie sont des diplomates qui ont eux-mêmes des parents en Russie ou de culture russe. Et ça, c'est très important quand vous souhaitez mener à bien des négociations à l'international. Il faut que vous connaissiez la culture de votre, j'ose pas dire contradicteur, mais de la partie avec laquelle vous souhaitez négocier, parce que souvent, le contact humain est bien éloigné des appétences politiques ou même querelles d'ego de chez certains, si vous voulez. Une chose est sûre, ce qu'il y a aussi peut-être derrière, c'est on en parle dans certains pays, on parle de prix Nobel de la paix décerné à certaines personnalités qui vont œuvrer pour cette paix, mais je pense que de toute façon, j'ai un peu peur de reprendre l'expression d'un président français qui parlait de la Syrie, qui était M. Hollande. J'ai bien peur que dans cette affaire, et de toute façon, c'est comme ça peut-être que l'on trouvera une issue pour la paix, que M. Zelensky ne fasse pas partie de cette équation. Voilà. Il faut que l'Ukraine se trouve un successeur et rapidement. Alors, très bien, vous l'avez dit pour la deuxième fois, effectivement, tout au cours de cette émission. Dimitri de Koshko, pensez-vous que ce sera aussi une des conditions, c'est-à-dire que Zelensky ne soit pas l'interlocuteur direct avec la Russie? Mais l'interlocuteur direct, c'est les États-Unis et c'est Trump. Oui. Après ce qui s'est passé avec Trump, bien entendu. Les les Kievo-Utaniens ne sont qu'un proxy. Ils ne sont pas vraiment un interlocuteur direct. Ils sont un interlocuteur forcément présent, mais à quel point est-ce que celui qui sera choisi éventuellement... Alors, on parle évidemment de Zaloujny, l'ancien chef d'État, l'ancien commandant des opérations militaires, qui est devenu ambassadeur en Grande-Bretagne, donc qui est totalement guidé par les Britanniques qui, dans cette guerre, jouent un rôle très très important, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Zaloujny arrivera peut-être à imposer des choses à son aile la plus extrémiste. Maintenant,
reste à savoir, et c'est ça qui est une des grandes conditions pour la sécurité pour la Russie, c'est qu'à la limite, il va y avoir évidemment la question d'Odessa qui va se poser. Alors, soit Odessa est neutralisé par un accord, soit il va falloir que les Russes aillent libérer Odessa et faire la jonction avec la Transnistrie, soit ils arriveront peut-être à un deal, une affaire commerciale avec Trump, puisque c'est son genre, disons, je pense que ça serait sans doute la meilleure solution. Oui. Très bien, Dimitri de Coche. Oui, allez-y. La Russie, par exemple, achète Odessa et la région avec les 300 milliards qui lui sont volés par les banques européennes et occidentales. Très bien. Alors, dernière question à Manuel Pouchelet. Selon vous, est-ce que l'accord sur le minerai risque de peser de son poids dans cet accord ou cette proposition de cessez-le-feu de Washington ? Oui et non, parce que les minerais, quand on regarde bien la géographie, sont plus présents dans le Donbass et pas forcément dans les parties libres qui resteraient de l'Ukraine après la conquête de la Russie. Ouais, voilà, il faut être honnête, c'est plutôt un accord, un peu un écran de fumée, si je puis me permettre cette expression. Mais quelque part, vous savez, on parlait de la négociation. En diplomatie, vous avez ce fameux dicton, si vous n'êtes pas à la table des négociations, c'est vous êtes au menu, et on vient de le confirmer ce soir, si vous voulez, quelque part. Maintenant, pour conclure, j'utiliserai le proverbe russe, des brebis sans un berger ne peuvent constituer un troupeau. Et c'est bien ce qui manque à Kiev à l'heure actuelle. Oui. Dimitri de Koshko, vous souhaitez rajouter quelque chose avant de clore l'émission ? Non, mais je crois que c'est effectivement... il n'y a pas vraiment d'interlocuteur à Kiev, et ça, c'est un vrai problème, effectivement. Oui, c'est un vrai problème pour l'évolution, pour le passage à la paix. C'est un vrai problème finalement pour qui, brièvement ? C'est pour arriver à contrôler ce qui peut se passer en Ukraine même, si vous voulez. C'est-à-dire que dans l'avenir, il y a évidemment des gens qui vont avoir beaucoup de ressentiments. Il va y avoir des gens, des volontés de revanche. Et bien évidemment, le peu de moyens qu'il y aura en Ukraine va poser un problème et à la Russie et à l'Europe occidentale, puisque vous allez avoir quand même un certain nombre de gens démobilisés en admettant qu'on arrive réellement à une cessation sérieuse des combats, qui vont forcément émigrer, puisqu'il n'y aura plus grand-chose à faire en Ukraine et qu'on sera dans une situation économique désastreuse. C'est pour ça que l'idée d'utiliser 300 milliards qui sont volés à la Russie et que les banques auront bien du mal à lui rendre de toutes les façons, pourrait être utilisée pour consolider une sécurité et de la Russie finalement et de l'Ukraine. Et bien entendu, comme disait tout à l'heure Manuel Pouchelet, mieux l'Europe est loin de cette affaire et peut-être mieux le résultat sera plus efficace. Je vous remercie, monsieur. Je rappelle qu'était avec nous Manuel Pouchelet, expert en géopolitique, Dimitri de Koshko, journaliste français. Merci à vous de nous avoir prêté attention. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.